Hello et bienvenue dans le podcast La Psy des entrepreneuses. Je suis Julie Denis, je suis psychologue et la fondatrice de Nasali. J'accompagne les entrepreneurs à prendre soin d'eux pour qu'ils puissent à leur tour prendre soin de leur business. Parce qu'un entrepreneur bien dans ses baskets, c'est un des leviers clés du succès et de la durabilité de l'entreprise. Ici, on parle bien-être et épanouissement, mais aussi galères, challenges et santé mentale et surtout comment on fait pour les gérer. Dans la série Sur le divan avec, j'interviewe des entrepreneuses inspirantes. Sur le divan comme chez la psy ou comme avec une copine, elles se livrent sur leur vécu plus que sur leurs accomplissements. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série où j'interviewe des femmes en politique. Les femmes en politique sont de plus en plus présentes et leur charge mentale, leur bien-être, leur ressenti peuvent être différents des politiciens hommes. Elles prennent des décisions, elles dirigent des équipes, elles prennent des risques, comme des entrepreneuses. À force de les voir dans les médias, j'ai eu envie de rentrer dans leur tête et leur poser quelques questions pour voir comment elles gèrent tout ça. Bonjour Raja, merci d'avoir Bonjour, accepté mon invitation aujourd'hui. merci à toi de m'inviter. Avec plaisir. J'ai l'habitude de commencer en faisant une mini bio Mhm. de mon invité. Donc, tu me corrigeras si c'est pas correct ou si tu as envie de rajouter des choses. Tu as fait, après tes études secondaires, un bachelier en communication à l'ISFSC. C'est exact. Et puis, tu t'es très vite lancée en politique. Tu as travaillé comme conseillère communale, députée bruxelloise. Maintenant, tu es coprésidente de parti. Et certains de tes sujets de prédilection sont l'émancipation des jeunes, Mhm. les droits des femmes et la lutte contre les discriminations. C'est exact. C'est en très bref, évidemment, parce que Oh. ça résume quelques années. C'est très bref, mais par contre, j'ai pas été conseillère communale tout de suite. J'ai été conseillère communale en 2018. Donc, Ok. au sortir de mes études, j'ai travaillé comme chargée de projet à la commune de Molenbeek, où j'étais chargée de mettre en place des projets en lien avec la jeunesse, la cohésion sociale et le dialogue interculturel. Mon engagement politique date de quelques années après, mais mon premier vrai mandat, c'est en 2018 quand j'ai été élue conseillère communale. Très bien. D'abord, à quoi ressemble une journée de coprésidente de parti? La particularité, c'est qu'il n'y a aucune journée qui ressemble à une autre, si ce n'est qu'il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de réunions, parce Oui. qu'être coprésidente d'un parti, c'est pas juste être la porte-parole d'un parti. La particularité chez Ecolo, c'est qu'on est deux présidents. Voilà, chez les autres, dans les autres partis, on a une seule personne à la tête. Ici, on en a deux, et donc ma journée commence relativement tôt. Ça dépend pour certains. Moi, je suis pas trop une lève-tôt. Donc, j'essaie de me lever vers 6h30, 7h max. Ce qui peut paraître tôt ou peut paraître tard, ça dépend. Certains qui ont des enfants se lèvent plus tôt. Je sais que mon collègue Jean-Marc Nollet se lève, lui, à 5h parce que c'est voilà, physiologique chez lui. Mais c'est beaucoup, beaucoup de réunions, beaucoup de coordination. Et comme je le disais, ce n'est pas juste être le porte-parole public d'un parti. Être présidente, c'est aussi manager toute une série de personnes, puisque en étant président, on a plus ou moins 100 personnes, entre 100 et 120 personnes qui travaillent au sein du parti. Et donc, c'est aussi beaucoup de management, c'est aussi beaucoup de coordination entre les différents niveaux de pouvoir, entre les différentes personnes qui occupent des postes. Il faut que, à tous les niveaux de pouvoir, on puisse être alignés, que quelqu'un du niveau local ne dise pas quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que ferait un ministre, par exemple, ce genre de choses. Donc, c'est beaucoup de coordination, c'est beaucoup de management, c'est beaucoup de réunions et c'est beaucoup de rencontres aussi. Et ça, c'est ma grande chance parce que moi, j'adore rencontrer les gens, j'adore aller à la découverte de nouvelles choses et ça, c'est beaucoup de rencontres et ça, c'est vraiment très, très agréable. Mais c'est un honneur d'être présidente. Vraiment, moi, je ne l'ai jamais envisagé une seule seconde. Ça n'a jamais été un objectif de vie ou un objectif de carrière. C'est arrivé comme ça et donc j'embrasse cette fonction du mieux que je peux. Mais voilà, donc je profite de chaque instant passé au sein de cette fonction. Depuis déjà quelques années, entre-temps. Ouais, depuis septembre 2019, donc ça commence à dater tout doucement. Ouais. On le voit pas là, mais j'ai quelques cheveux blancs déjà. Dû à la fonction? Ouais, essentiellement parce que c'est beaucoup de responsabilités en fait. C'est prendre des décisions qui impactent directement la vie des gens. Et donc on essaye de faire au mieux pour que la vie des gens soit améliorée, que la vie des gens soit facilitée. On n'est pas là pour emmerder les personnes, sauf certaines. Les emmerder, j'exagère un peu, mais on est vraiment pas là pour embêter les gens, mais on est vraiment là pour leur faciliter la vie. Et donc, c'est beaucoup de responsabilités. Moi, je me rappelle que pendant le Covid, j'ai eu des insomnies. Il faut fermer les écoles, il faut imposer un masque, une vaccination, etc. Moi, j'étais là, OK, c'est des décisions qui ont un impact
très, 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 très fort et très concret dans la vie des gens. Pareil, on a beaucoup parlé récemment du décret paysage au niveau de l'enseignement supérieur et j'étais là, mais en fait, beaucoup de réflexions pour dire, mais comment on va pouvoir sauver ces étudiants et ces étudiantes qui vont, au mois de juin, au mois de septembre, se retrouver exclus de l'enseignement. Et donc, c'est vraiment ce genre de choses qui me guident et on essaye, et en tout cas moi j'essaye au mieux de prendre des décisions qui vont faciliter au plus la vie des gens. C'est beaucoup de responsabilités, Mhm. effectivement. Comment est-ce que l'envie de te lancer dans la politique t'es venue? Qu'est-ce qui t'a décidé? Alors moi, j'étais active quand j'étais plus jeune et que j'étais pas engagée politiquement. J'étais active j'étais engagée, mais différemment. Mhm. Dans la lutte pour les personnes sans papier, dans la lutte pour la lutte contre les discriminations. Et donc, à un moment donné, je me suis rendu compte, et d'autres comme moi ont fait le constat, c'est qu'à un moment donné, c'est bien de dénoncer, d'essayer de faire sa part. Et je trouve que c'est très précieux que des personnes de l'associatif, de la société civile, dans le monde de l'entrepreneuriat aussi, fassent des choses, mais à un moment donné, pour agir de manière systémique, pour essayer de changer le système, il faut faire de la politique. Et donc moi, c'est ça qui m'a guidée, c'est que je me dis à un moment donné, pour changer les choses, c'est une façon de poursuivre mon engagement. Et mon engagement, il est le même d'avant ou d'après que je sois entrée en politique. C'est toujours cette lutte pour l'équité, Mhm. cette lutte pour l'autonomie et l'émancipation des personnes. Et à partir de là, la lutte contre les discriminations, contre les inégalités. Et donc, c'est essentiellement ça qui m'a guidée, c'est de me dire à un moment donné comment je vais concrétiser. Parce que faire des manifs, c'est très, très important, mais c'est précieux. Non, non, il faut, Oui, oui, et bien donc ça sûr. aide. C'est mon tempérament, c'est comment je fais pour passer l'étape d'après. Oui. Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont engagées dans des comités de quartier, dans des associations de terrain, etc., ne sont pas utiles. Au contraire, elles font un travail. C'est aussi une façon de faire de la politique. Là, j'ai décidé, en tout cas pendant ce temps-là, parce que je ne suis pas sûre que je vais rester 1000 ans, 20 ans en politique. En tout cas, pendant ce temps-là, c'est de me dire, voilà, il faut changer les choses aussi de manière systémique. Mhm. Qu'est-ce qui te fait dire que tu ne vas pas rester? Parce que c'est aussi le sens de mon engagement et des valeurs chez Écolo, c'est que chez Écolo, on se dit que faire de la politique, en tout cas occuper des mandats, ça ne doit pas être une carrière. C'est Mhm. juste un mandat qu'on doit occuper de manière temporaire parce qu'il faut permettre un renouvellement, il faut permettre aussi une reconnexion aussi avec le terrain. Ça ne veut pas dire qu'on est déconnecté, au contraire. Et puis, comme je l'ai dit, c'est beaucoup, d'un point de vue plus perso, c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de choses auxquelles on renonce pour ça. Et donc, moi, j'ai pas envie toute ma vie de vivre une vie à 300 à l'heure. J'ai aussi envie d'être un peu plus posé aussi à un moment donné. C'est un bon enchaînement avec une des questions que j'avais. Moi, en tout cas, dans mon métier, on parle beaucoup d'équilibre, vie professionnelle, Mhm. vie privée. Je ne sais pas s'il faut vraiment scinder les deux comme ça, de cette manière-là, mais en tout cas, la vie de femme politique, c'est une vie bien remplie. Tu le décrivais un petit peu tout à l'heure. Comment tu fais, toi, pour maintenir un équilibre entre toutes ces différentes casquettes pro et continuer à être aussi une femme, Mhm. compagne peut-être, fille, amie, enfin toutes les autres casquettes plus Bien sûr. perso. Mais je te rejoins quand tu dis c'est pas forcément nécessaire de scinder les deux, puisque Mhm. les uns et les autres se confondent. Effectivement, mon travail, c'est aussi un engagement perso, c'est aussi une volonté personnelle de changer les choses. Mais effectivement, moi, j'arrive plus ou moins à scinder les deux, à concilier plutôt les deux, parce que c'est plus facile pour moi. J'ai pas d'enfant, Mhm. j'ai pas de foyer à gérer, et donc c'est plus simple de se donner comme ça. Mais pour les personnes qui ont des enfants, pour les personnes qui ont des foyers à gérer, c'est plus complexe. Alors, je vois moins mes parents et ma famille qu'avant que je sois coprésidente, et ça me manque aussi. J'essaye du mieux que je peux de garder un équilibre, d'avoir des moments justes pour les personnes qui ne sont pas de la politique. Elles sont nombreuses. J'ai des amis dans la politique, évidemment, et puis j'ai des amis qui sont en dehors de la politique, et j'essaye au maximum de les garder. Moi, j'ai une grande famille, et donc arriver à concilier et à voir tout le monde, c'est compliqué. Mais c'est plus compliqué, en effet, depuis que je suis coprésidente. Donc, j'essaye au maximum, donc je l'ai dit, de garder des créneaux. Mhm. C'est que le dimanche, par exemple, il faut que je garde X heures pour aller voir mes parents, d'avoir des soirées aussi avec des amis, d'aller juste décompresser en buvant un verre, en mangeant un bout. J'aime beaucoup manger, donc c'est plutôt manger plutôt que de boire des verres, parce que je bois pas. C'est plutôt manger, en fait. Et de pouvoir garder comme ça des activités. Mais aussi, un truc qui joue, c'est que j'ai besoin de très peu d'heures de sommeil. Et donc, Ok. du coup, après avoir fait toutes mes activités, je peux rester jusque tard
Et donc, je peux me coucher plus tard et ça m'aide à avoir un moment de, comment dire, où je peux décrocher un peu et baisser la garde Ouais. et enlever toutes mes casquettes. Mais je l'ai dit, c'est des facilités parce que j'ai besoin de peu d'heures de sommeil, j'ai pas d'enfants, dont m'occuper, j'ai pas de foyer, à gérer, j'ai pas des personnes malades autour de moi dont je dois m'occuper. Donc Mmh. c'est une facilité aussi pour moi, ce qui n'est pas le cas pour, d'autres personnes qui sont en politique, qui ont des vies de famille, des vies de maman, des vies d'aidants proches aussi et c'est moins évident. Oui, c'est ça. Donc si je comprends bien, il y a, comme tu dis, des facilités, donc tu as plus d'heures sur une journée qu'une personne qui a besoin de plus de temps de sommeil, tu as moins de casquettes que certains et tu arrives à trouver cet équilibre, en tout cas pour l'instant, et Mmh. j'entends aussi que ça ce sera peut-être pas forcément, comme ça toute ta carrière. Bien Donc c'est OK sûr. de le faire comme ça, de trouver cet équilibre aujourd'hui. Ce sera peut-être moins le cas, dans quelques C'est années. OK aujourd'hui parce qu'il y a une urgence qui fait Mmh. que les «sacrifices» entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme-là parce que c'est des choix aussi qu'on fait. Les choix que je pose, actuellement sont, je les assume et je les endosse parce que c'est une, difficulté. On est face à un monde en crise, le Mmh. dérèglement climatique, la crise sociale, la crise, climatique, je l'ai dit, la crise financière, la crise énergétique. On est dans un monde en crise et donc je peux pas moi me faire l'économie de me dire, voilà. Mais par contre, il faut pouvoir et ça c'est le plus compliqué, j'imagine qu'on y viendra, c'est de dealer avec ses propres limites aussi et de Mmh. se dire: «Voilà, je suis pas une, surhumain ou une» voilà et il faut pouvoir faire avec, le temps de cerveau disponible qu'on a. Oui, et on a tous ces limites. Mmh mh. On n'est que, entre guillemets, hein, que des êtres humains. Moi, je vois la vie de politicienne un peu comme, être, entrepreneuse. Est-ce que tu es d'accord avec ça d'abord? Et puis, quelles sont les similitudes, que tu peux voir? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. On est très, très bien entouré par contre quand on est en politique. Mmh. J'ai la chance d'avoir un staff, formidable, voilà, des conseillers, des conseillères, des personnes chargées de communication, des porte-parole et cetera. Donc on est bien, bien entouré. Par contre, on est quand même, seul, puisque le pouvoir isole. Oui. Et même si on est 2, on est quand même assez seul, en fait. Et donc c'est là aussi, je pense qu'il y a une similitude avec, l'entrepreneuriat et les entrepreneurs, et entrepreneurs. C'est, à un moment donné, se dire: «Voilà, moi j'y vais, je fais ce choix-là et j'y go et voilà, j'ai des choses à gérer, en fonction. D'autres similitudes, c'est le fait de se donner aussi, sans compter. C'est une passion, c'est, un engagement, c'est, un investissement. Je pense que les entrepreneuses et les entrepreneurs qui nous écoutent, voilà, savent de quoi on parle quand on dit: «On y va à fond pour ce projet», même on compte pas les heures, on compte pas le week-end, on compte pas, voilà, les moments où on voit moins sa famille, on voit moins ses amis parce qu'en fait, on a un projet auquel on croit dur comme fer et on se donne à fond. Je pense que ça, c'est des similitudes. Le côté aussi, d'oser des Mmh. choses. Faire de la politique et se lancer dans un projet d'entrepreneuriat, c'est aussi de se dire à un moment donné: «J'ai une idée auquel je crois très, très fort et j'y vais et Mmh. j'ose démarcher, j'ose aller là, j'ose faire des choses que d'autres osent moins et c'est OK. Tout le monde ne doit pas être un entrepreneur et tout le monde ne doit pas être un politique et c'est très bien comme ça. Ouais. Mais donc voilà, je pense qu'il y a des similitudes, mais des facilités par contre pour le monde politique, parce que comme je l'ai dit, je suis très bien entouré, je suis très bien payé, Mmh. ce qui est pas toujours le cas des entrepreneurs, et des entrepreneurs. Et puis il y a un moment donné aussi, où on donne beaucoup de temps bénévole. Moi, à mon niveau, je suis bien payée pour ce que je fais parce que c'est mon métier, mais avant ça, j'étais, militante, et c'est des heures, en dehors de nos heures de travail, parce que j'avais un job à côté Oui. et et je crois que les entrepreneurs, les entrepreneuses connaissent bien ça. C'est vraiment de se donner, donner, donner du temps, donner de week-ends, des soirées, tôt le matin avant le travail pour un projet, pour le projet auquel on croit. Je pense que c'est effectivement très, comparable et enfin, ce que tu décris, Mmh. beaucoup se reconnaîtront effectivement. Tu es politicienne de cette nouvelle génération, tu es aussi active sur les réseaux sociaux. Mmh. Ce parcours-là de se montrer, d'être soumise au regard des gens, au jugement des autres, et j'imagine, peut-être encore plus depuis que tu es coprésidente. Comment tu le vis? Comment tu gères ça avec, tout ce que ça comprend, hein, de se montrer, bah, Mmh. déjà personnellement, Mmh. montrer qui on est, et puis les réactions qu'on peut avoir, Alors moi, j'essaie toujours de montrer, l'image la plus proche de la réalité. On dit toujours que le monde politique, c'est un monde très sérieux et cetera et moi, dans la vie, je suis plutôt, quelqu'un de pas très sérieux. Enfin, si sérieux, mais je veux dire, j'aime bien déconner, j'aime bien rigoler, j'aime bien faire des blagues et donc j'essaie de montrer, cet humour-là et cette autodérision-là à travers les réseaux sociaux et donc j'essaye au maximum de montrer, je l'ai dit, l'image la plus proche de ce que je suis, dans la réalité. Par contre, il y a une question d'exposition qui est, effectivement très importante et donc il y a certaines choses de ma vie privée
que je ne dévoile jamais. Personne ne sait si je suis en couple ou pas et c'est très bien comme ça. Je vais jamais montrer mes parents, par exemple, parce que c'est une limite aussi de leur part. Plein de choses comme ça qui font que voilà, il y a quand même des frontières que je souhaite pas franchir. Puis la question de l'exposition, et c'est s'exposer aux critiques et aux remarques. Et ça, malheureusement, j'y suis tristement habituée, puisque sur les réseaux sociaux, alors ça dépend les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est quand même assez bienveillant. Facebook, ça dépend un peu, mais le pire ramassis, c'est Twitter. Puis un peu TikTok aussi, on se fait critiquer, quelle que soit la chose qu'on poste. Même, on pourrait dire le ciel est bleu. Ah non, tu mens, le ciel est pas bleu. Ok, d'accord. Voilà. Donc, et puis, les critiques, moi, je m'en fous. Je veux dire, je les prends, c'est normal. Je fais un métier qui fait qu'on peut pas mettre tout le monde d'accord par nature. Mais par contre, les attaques sur le physique, les attaques sur l'origine, les attaques sur le genre, etc., ça, c'est vraiment déplorable. Et donc, j'ai appris à essayer de me protéger au maximum. Et puis, il y a rien à faire, il y a une espèce d'autocensure. Parfois, je me dis: «Est-ce que je vais poster? Ah non, je vais pas poster ça parce que j'ai flemme de répondre après à tous les commentaires». Donc ça, c'est un peu dommage. Je suis pas sûre que tous les mecs politiques se disent, «Je vais me censurer et pas mettre ça». C'est un phénomène qui touche beaucoup les femmes, qu'elles soient politiques ou pas d'ailleurs, des journalistes, des artistes, j'imagine des entrepreneuses aussi. Et tu penses que c'est plus parce que les femmes sont plus sensibles aux éventuelles critiques qu'il peut y avoir, ou c'est parce qu'elles reçoivent effectivement plus de critiques? Non, c'est parce qu'elles reçoivent des critiques qui ne sont pas juste des critiques de fond. Moi, qu'on me dise, «Je suis vraiment pas d'accord avec votre vision de la mobilité ou du nucléaire», je peux l'entendre. Par contre, «Tu es vraiment une grosse dégueulasse et tu es moche et j'espère que tu vas crever», ça, j'accepte moins. Évidemment. Et c'est normal. Oui, Et oui, bien donc, sûr. je pense que c'est la nature des insultes et la nature des reproches qui nous sont faits. C'est quand on se fait attaquer sur, je l'ai dit, sur notre genre d'abord, sur notre origine, sur notre physique, sur notre manière de nous habiller, sur de nous coiffer, de la manière de parler. Moi, un jour, je suis une wesh wesh, le lendemain, je suis une connasse de droite. Enfin, voilà, moi, je sais pas non plus qui je suis quand je lis les commentaires des réseaux sociaux. Et donc, c'est plutôt la nature des commentaires qui nous sont faits. Et je l'ai dit, c'est pas que les femmes politiques qui sont concernées. Les artistes femmes, les journalistes, les actrices, les entrepreneuses aussi. Récemment, on a vu cette vague de cyberharcèlement envers des restauratrices qui avaient pris position. Et puis, tout le monde a été commenté, enfin, tout le monde, des connards ont été commentés, très mal intentionnés, ont été commentés et mettre plein d'avis négatifs à leur projet. Donc, on voit un peu la différence. Je veux dire, Boucher, il est critiqué aussi de manière très dure, mais personne n'appelle à le violer, par exemple. Personne ne fait référence à son origine étrangère ou à sa présupposée religion, ce genre de choses. Ce qu'une femme subit davantage. Comment est-ce que tu fais pour gérer ça, toi, personnellement? Alors, j'essaie d'avoir un maximum de recul. Donc, je l'ai dit, je suis très, très bien entourée. C'est-à-dire que quand il y a une vague de cyberharcèlement sur un réseau social, c'est l'équipe qui gère, l'équipe réseaux sociaux du parti qui gère. À côté de ça, et j'essaye de me protéger au maximum. Je l'ai dit, c'est-à-dire que je suis pas le bon exemple à prendre. J'ai une capacité de recul et d'autodérision qui me permettent de me protéger, ce que d'autres n'ont pas, et c'est tout à fait OK, parce que tout le monde ne doit pas avoir cette capacité-là. Et quelque part, je suis tristement, je l'ai dit, habituée. Moi, je m'habitue à ouvrir Twitter et à me faire insulter. Je trouve ça, ça me surprend même plus. Je suis Oui, toujours: c'est «Ah, ça. qu'est-ce que j'ai encore fait aujourd'hui?» Tu prends ça ou tu as appris en tout cas à prendre ça avec un certain détachement? J'ai pas de détachement, mais ouais, un recul, j'essaye en tout cas, parce que c'est ma façon à moi de me protéger, en fait. Chacun a des techniques de défense, et Bien des sûr. techniques, d'évitement. Moi, c'est voilà, de mettre de la distance et de faire de l'autodérision. Parce qu'il y a parfois même des insultes qui me sont adressées, où je dis: «Mais j'apprécie l'effort créatif, quoi». Quelqu'un a fait un jeu de mots avec, casse-toi, Marrakech. C'est marrant, c'est une nouveauté. Quelqu'un, dans son insulte, plutôt que de me traiter de bête wesh wesh, on m'a dit, je suis pas président d'écolo, mais président du Quick, de la bourse. Je dis: «OK, ça, j'apprécie l'effort». C'est autre chose que rentre dans ton pays où tu es moche, où tu ressembles à rien, où tu es neuneux, tu sais pas parler, tu sais pas aligner 2 mots, et cetera. C'est autre chose. C'est drôle évidemment de t'entendre comme ça quand la Je sais pas manière si c'est dont tu vraiment drôle, mais ouais. voilà, la manière dont tu le dis, fait sourire. Mmh. Après, c'est vrai que quand on prête attention au fond et qu'on se pose une seconde, c'est pas OK Mmh. de recevoir ça, Cette, capacité de recul, cette autodérision, est-ce que tu as toujours eu ça?
Ça te vient d'où? Du plus loin que je m'en souvienne, ouais. Bon, je l'ai dit, je viens d'une grande famille, je suis la 9e d'une famille de 10 enfants et donc ma répartie et ma capacité de recul, ça vient aussi parce que j'avais des grands frères et des grandes sœurs avec qui on se titillait souvent et ça permet aussi de, voilà, de s'endurcir et Ouais. d'avoir de la répartie parce que même si j'aime, très, très fort mes frères et sœurs aujourd'hui, quand on est gamin, on s'échange des choses pas très sympas, même si on les pense pas, mais c'est Ouais. aussi par là que ça s'est, construit ma capacité d'autodérision, de répartie et de négociation aussi. Oui. Parce qu'il faut tout négocier Oui. quand tu as une grande Beh, famille. j'imagine, faut faire sa place, quoi. Ouais, il Quand faut il y a faire sa beau place. plus il y a de monde, plus il Exactement, faut batailler un peu pour, tout à fait. faire sa place. Mais voilà, depuis longtemps que je me souvienne, même, quand j'étais à l'école, j'avais cette image de fille drôle un peu, mais en même temps, j'étais chaque fois déléguée de classe. Quelle que soit l'année, Ah j'ai à oui. chaque fois été la déléguée donc voilà et c'est je l'ai dit, capacité de négociation et d'autodérision qui viennent sans doute de là aussi. Est-ce que ton choix de carrière a ou a eu, à un moment, un impact sur ta santé mentale? Oui, clairement. Oui, oui, oui. Oui, j'essaye, je l'ai dit, d'avoir beaucoup d'autodérision, de détachement, mais le fait d'avoir peur quand on sort de chez soi, parce qu'on se dit: «Il y a des malades qui savent où j'habite et qui risquent de, débarquer ou de m'insulter ou de juste me gifler», voilà. Lire tous les jours, à certains moments, c'est pas tout le temps, mais à un moment donné, quand les attaques, voilà, j'ai ce qu'on appelle des raids, de cyberharcèlement. Quand tu reçois tout ça, à un moment donné, voilà, tu as effectivement plus de stress, plus d'angoisse et donc oui, il y a un impact sur ma santé mentale, clairement. Tu peux nous partager un petit peu plus là-dessus? Je peux partager, je l'ai dit, il y a d'une part le stress des décisions qui sont prises. Mmh. Donc moi, je me suis rendu compte que, à la veille de grosses décisions politiques, je faisais du bruxisme quand je dormais, ce que je OK. faisais jamais avant. Le fait de se frotter les dents, je sais Oui. pas, c'est ce qui m'a réveillée un jour parce que j'avais jamais ça avant. OK. Le fait, voilà, d'être, je l'ai dit, on est très, très bien entouré, mais on est quand même assez seul et donc c'est le poids, je l'ai dit, des responsabilités, de la prise de décision qui ont des impacts sur la vie du parti ou sur la vie des gens qui sont extrêmement, voilà, il faut pouvoir l'endosser. D'autres éléments, je l'ai dit, il y a des légers coups de stress, mais pas vraiment, dramatiques avant d'avoir je sais pas, un gros plateau, un gros débat. Voilà, la semaine dernière, j'étais en débat face à 500 étudiants, voilà. Je suis pas stressée, mais il y a un petit coup d'adrénaline quand C'est même, un ça. petit coup de: «J'espère que je vais être bonne», voilà. Ça, c'est avant chaque, prestation médiatique ou autre. Et puis, je l'ai dit à certains moments, des insomnies, de se dire: «Est-ce que je prends la bonne décision?» Alors un impact qui a sur ma santé physique du coup et du coup donc sur ma santé mentale, c'est que je bouffe super mal. Mmh. J'ai pas le temps de manger, j'ai pas le temps de OK. cuisiner et on s'imagine que les politiques font des restos, tous les jours. En fait non, la plupart du temps, c'est un sandwich entre 2 réunions, Oui. qu'on bouffe, en parlant et etc. Donc et puis on mange très tard le soir. Mmh. Du coup, j'ai moins de temps de faire du sport, surtout en campagne électorale. Moins le temps de faire du sport et donc tout ça a un impact effectivement sur la santé mentale. Je sais pas si ça Mmh. répond à ta question, tu veux que je Si, 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 développe, si. davantage? Non, non, ça répond, ça répond. Est-ce que tu peux nous partager 2 ou 3 gros challenges ou échecs, en tout cas difficultés que tu as rencontrés et surtout comment tu les as gérés? Parce que l'échec en tant que tel, ou le challenge en tant que tel, c'est une chose, mais Ouais, bah, c'est parfois des décisions politiques qui sont dures, à endosser. Un exemple, c'est pas une décision, c'est pas un échec particulier, mais c'est sur la politique de migration, par exemple. mmh. Moi, ça m'énerve très fort qu'en Belgique, on n'arrive pas à faire respecter l'état de droit. Même si Mmh. on est au gouvernement, même si on crie, en fait, on n'y arrive pas et moi, je vais pas dire que ça me ronge de l'intérieur, mais ouais, parfois ça m'empêche de dormir. Parfois ça m'énerve, ça me tend super fort parce que je n'arrive pas à trouver d'issue politique, si ce n'est de dire: «Ben, on se casse du gouvernement», mais ça va pas résoudre, en fait, la crise. Ça va pas résoudre les problèmes et donc moi, c'est parfois une difficulté. Un autre gros challenge, ça a été les accusations d'antisémitisme à mon égard. Je l'ai dit, je m'appelle Raja, je viens de Molenbeek, donc forcément, soit je suis islamiste, antisémite, frère musulman, tout ça, donc à un moment donné, quand ce sont des accusations qui sont sur les réseaux sociaux et basta, voilà, je me protège et je passe à la suite. Mais à un moment donné, ça a pris une ampleur beaucoup trop importante, tous les médias en ont parlé parce que j'avais Mmh. fait une story, avec une musique qui avait été mal interprétée. Très vite, j'ai dit: «Je regrette si j'ai pu me blesser qui que ce soit», mais ça a pris une ampleur alors que, en fait, ça, c'est une des accusations qui m'a le plus touchée parce que c'est tellement injuste et tellement faux et la personne qui a lancé ces accusations, c'est Joël Rubinfeld
qui est l'ancien président d'un parti d'extrême droite, vice-président, pardon, d'un parti d'extrême droite, et quelqu'un qui est d'extrême droite. Et je me dis, mais en fait, c'est tellement injuste qu'une personne d'extrême droite lance des accusations comme ça et que tous les médias reprennent. J'ai trouvé ça super, super, super injuste et ça m'a vraiment très, 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 très fort tendu. J'étais pas bien. Et une des façons, moi, quand je vais pas bien, après une grosse crise ou quoi, c'est que je me prends un off de 3-4 jours et j'essaie d'aller au soleil. Je vais souvent au Maroc, c'est bien, mais parfois je vais pas au Maroc et je dois prendre l'avion pour partir. Alors, je fais plus que 3 jours quand je prends l'avion quand même. Mais c'est de couper et de partir 3-4 jours, 4-5 jours ou plus, de voir du soleil et puis ça redémarre. Là, ça Recharger va les mieux. batteries Voilà, recharger les batteries. et prendre du recul de nouveau. Ouais, du recul, Euh, effectivement, de se dire, oui. mais il y a des choses vraiment qui sont particulièrement injustes, qui sont particulièrement fausses. Et ça, c'est très, très difficile parce que ce qui me nourrit et ce qui fait que je me suis aussi engagée, c'est la lutte contre l'injustice. Mhm. Et donc, quand j'arrive pas à obtenir justice, ça m'énerve. Mhm. Ça me tend super fort et j'arrive pas. Et donc, moi, depuis, donc, dans la vie privée, j'ai connu des épreuves récemment. J'ai perdu ma sœur il y a 2 ans et mon frère il y a 1 an. Et donc, ça a été Wow. très, très compliqué. Et du coup, j'ai consulté. Donc, ça aussi, je voulais en parler parce qu'il y a une espèce de tabou autour de la santé mentale et des soins psy. Et donc, depuis quelques mois, je vois une psy parce que j'arrivais pas à gérer mes deuils, en fait, Mhm. tout simplement. Il n'y a pas de tabou à avoir, il n'y a pas de honte à avoir. C'est tout naturel Bien sûr. quand on a des difficultés, des épreuves de la vie qui frappent aussi fort. C'est tout à fait logique de se faire accompagner. J'ai dit, donc moi, j'ai dans la vie privée connu une situation particulièrement injuste, super dure dans ma vie privée. Et j'arrive pas à obtenir justice et ça m'énerve. C'est aussi pour ça que je consulte, parce que j'arrive pas à obtenir justice. Et donc, Mhm. comment passer au-delà de ça? Et donc, c'est aussi ça c'est un lien aussi avec mon engagement. Quand il y a de l'injustice, je ne peux pas rester et me taire et rester sans rien faire. Donc, Mhm. ça rejoint ce que je disais sur la migration, ça rejoint ce que je disais sur les accusations, ça rejoint ce que je disais sur plein de choses. C'est vraiment cette lutte contre l'injustice qui me guide et qui me nourrit. Merci pour ces partages. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les entrepreneurs qui nous écoutent? Je sais pas un conseil, mais on dit souvent, on se dit: «Oui, on n'a pas le temps, de plein de choses. On n'a pas le temps de bien manger, on n'a pas le temps de faire du sport et cetera». Mais en fait, il faut prendre le temps. Mhm. Si, des PDG de grosses boîtes arrivent à prendre, 30 minutes pour faire une petite marche ou pour se faire une salade, il faut le faire et je me le dis à moi aussi, hein. Je peux pas dire j'ai pas le temps et donc j'essaie de combler le fait que j'arrive pas à faire du sport par faire du vélo, pas prendre l'ascenseur, ce genre de choses pour me Oui, maintenir en forme parce que c'est extrêmement important et le lien entre la santé physique et la santé mentale est extrêmement, extrêmement important. je te rejoins tout à fait. Je dis souvent que la santé physique, pardon, bouger, Mmh. boire, manger, Mmh. enfin, ce sont les fondations. C'est Mmh. comme quand tu construis une maison. Les Ouais, fondations, tu les vois pas et pourtant, si elles sont pas là, tout le reste au-dessus s'écroule après. Donc, quand on parle de santé, les 2 influencent, hein, la tout à santé fait, mentale sur le physique et le tout à physique fait. sur le mental. Donc, Exactement et donc clairement. vraiment il faut pas hésiter, moi aussi parfois quand j'ai une trop grosse journée, trop de trucs dans ma tête, je vais marcher. Alors Mmh. parfois c'est juste je vais rentrer chez moi à pied et alors j'essaie de passer dans des endroits où il y a pas trop de voitures parce que sinon c'est chiant le bruit des bagnoles et les klaxons et le stress Oui. de la circulation. Mais juste marcher, ça me fait du bien, ça me permet de vider mon esprit, ça me per et voilà, je me sens mieux après. Il faut pas négliger ce temps-là, quitte Mmh. à le diminuer d'ailleurs. Je sais que c'est super compliqué les journées sont trop courtes. On aimerait bien que les journées soient un peu plus longues, 25-26 heures. Malheureusement, c'est refusé jusqu'à présent. Mais en tout cas, voilà, prendre ce temps de penser à son corps, ça fait du bien à son esprit. Merci pour ce dernier conseil. Mmh. Merci pour ton temps Merci à toi. et à Merci pour bientôt. l'invitation. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Tu trouveras toutes les coordonnées de Raja Mawan en description. Je t'invite également à suivre la page La Psy des Entrepreneuses sur les réseaux. Like, partage, donne des étoiles au podcast et puis surtout, prends bien soin de toi et à très bientôt.